Bonjour Delphine Palaro, Bon, merci ouais. d'être avec moi aujourd'hui. Je suis ravie. Tu n'imagines pas. On a essayé de me couper la voix, on a tout essayé, mais je te voulais. Du coup, je suis là avec un peu moins de voix que d'habitude, mais ce n'est pas grave parce que ce soir, c'est toi qui vas nous raconter un peu de ton histoire. Alors, je te laisse te présenter, Delphine, nous dire un peu qui tu es. Tout d'abord, merci Eve, merci de partager ce moment avec toi parce que c'est quelque chose qui est voilà, qui fait partie des aventures en fait inconnues qui sont là. Donc, je me présente, je suis Delphine Palaro, j'ai 49 ans. Je suis coiffeuse depuis 30 ans. J'ai un petit salon qui est au Gros d'Agde parce que je suis du côté de l'Hérault. Et donc, j'ai un petit salon qui est juste à mon identité, tout simplement. Donc, c'est un salon dans lequel tu travailles à ton compte. Voilà, c'est un salon où je travaille à mon compte. Nous sommes trois, donc j'ai deux employés. C'est un salon dans une petite maison de pêcheurs. Il n'y a pas du tout de vitrine. Les pièces ont toute une histoire avec mon identité à l'intérieur et Ok. très cosy pour que justement Ok. on s'y sent bien. Donc, ça, c'est... Alors, après, on va venir au gros du truc parce que je t'interviewe pas par hasard, mais un peu au départ, en fait, moi, j'ai envie de te demander, parce que je t'ai rencontré sur scène, je t'ai vu sur scène dans un moment que j'ai capturé en film, dans un moment assez émouvant. Et sur ce moment-là, je ne comprenais pas réellement l'émotion du moment, le pourquoi, le why de tout ça. Alors j'imaginais que c'était parce que toute l'équipe était soudée et je le voyais, mais il y avait derrière tout cela autre chose que vas nous raconter tout à l'heure. Je fais un teasing qui n'en est pas un parce que franchement, on ne peut pas teaser là-dessus et pour les gens qui te connaissent, ils vont écouter jusqu'au bout. Mais voilà, tu as un parcours tellement incroyable, extraordinaire. Je voulais que tu nous racontes un petit peu comment tu en étais, comment tu t'étais débrouillée pour devenir coiffeuse. Est-ce que c'est une envie que tu as eue depuis petite? Et qu'est-ce qui fait que ensuite tu as eu ton salon de coiffure? Et qu'est-ce qui fait que ensuite je t'ai découvert sur scène? Est-ce que tu peux nous raconter déjà dans un premier temps ça pour qu'on voit un peu à quel type de coiffeuse, de profil on a aujourd'hui l'occasion de discuter? Alors tout d'abord, c'était pas du tout le métier que je voulais faire, absolument pas. C'était pas quelque chose qui m'attirait. Je faisais de la natation, donc je voulais intégrer le sport-études. Et ma maman rêvait, alors c'est les histoires de petites filles, ma maman rêvait être coiffeuse et forcément, j'avais pas cette fibre scolaire. Donc je n'ai pas pu aller là où je voulais. Il est arrivé un moment donné où il a fallu que je choisisse un métier et je l'ai choisi pas par envie. J'ai mis pratiquement 20 ans avant de vraiment accrocher au niveau du métier. Il n'y avait rien qui m'attirait, je trouvais pas ça très esthétique et pourtant c'est un métier qui est dans la beauté, dans l'esthétique, mais pour moi non. J'avais ce côté quand même, en étant plus jeune, un peu garçon manqué, donc c'était assez particulier pour moi. Et au fil des années, quand j'ai commencé à rencontrer des personnes dans le métier, parce qu'il faut savoir que j'ai une sœur qui m'a poussée, qui m'a dit, mais tu as des doigts en or, il faut jamais que tu lâches ça. Et je voulais pas, je disais, ben oui, sûrement que tu as raison, on va essayer. Donc je l'ai accompagnée. Je l'ai accompagnée pendant quelques années en étant derrière parce que je n'aimais absolument pas en fait ce milieu ni cet effet en fait de se mettre en public et même en salon puisque j'étais une personne qui était très introvertie, peur des gens en fait et peur je pense du jugement comme quand on est ado et en grandissant etc. Et dans le métier, petit à petit, c'est arrivé où c'est que l'émotion était là dès que je commençais à toucher quelqu'un. Je Euh, ressentais. je ressentais certaines choses,
une émotion qui était forte. Il faut savoir que je suis quelqu'un émotionnellement parlant où je vis les choses à 3000%. Et là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose. Et j'ai commencé vraiment à aimer mon métier du moment où je me suis installée. Parce que D'accord. j'ai vraiment pris conscience en fait que c'était un très beau métier parce que dès que je pouvais parler avec quelqu'un, j'étais seule avec, j'étais complètement épanouie. J'avais pas de barrière. En Donc, fait, en fait, tu voudrais dire que quand tu n'as plus le regard des gens à l'extérieur et que tu t'es retrouvée seule avec oui, peut-être tes clientes, tu t'es rendu compte du pouvoir de l'affection, de l'accès qu'on a aux gens, à leur cœur. voilà, totalement. Ok. C'est-à-dire que ça a été quelque chose qui m'a ouvert aussi et qui a appris à me connaître à moi aussi. Alors par contre, énormément de peur parce que je n'étais jamais satisfaite. Et je pense que ça a été dans beaucoup d'entre personnes comme moi de ce que je faisais parce que manque de confiance, etc. Et sur mon chemin, j'ai rencontré des personnes qui m'ont permis en fait d'être celle que je suis aussi professionnellement, mais qui ont touché le point sensible. Donc le point sensible dans le sens où il fallait vraiment que j'y aille. Et j'étais pas d'accord. J'étais pas d'accord, je refusais totalement parce que je n'aimais pas en fait cet esprit-là au départ. Et pourtant, des grands maîtres de la coiffure que j'ai suivis pendant des années et que je suis encore, hein, que j'admire. Je me disais, mais c'est pas possible en fait. Toi, tu restes Delphine, euh, mais t'as pas toutes ces possibilités, toutes ces capacités-là pour pouvoir créer. Et puis, au fur et à mesure du temps, comme j'aime énormément la musique, j'ai commencé à créer pour moi, à faire des croquis, à me visualiser si je pouvais faire telle et telle chose. Et j'ai commencé à m'entraîner. Je me suis dit, pourquoi tu ferais pas un concours? Pourquoi tu ferais... Et en fin de compte, je n'ai jamais rien fait. Mais tu veux dire que comme tu aimais la musique, tu as essayé dans ta tête d'imaginer un show de coiffure Voilà, sur de la musique? voilà, complètement. Ok, En accompagnant ma sœur sur certains événements, j'ai pu vivre certaines choses, mais ça m'impressionnait énormément. Euh, d'accord. C'était quelque chose qui me bloquait. Donc j'avais cette possibilité de pouvoir créer, mais en fait je le faisais, vous savez, c'est comme les enfants quand ils sont dans leur monde et qui ferment les yeux, qui rêvent d'être chanteurs ou danseurs ou comédiens, je sais pas, et qu'ils le vivent à 3000%. Mais alors avec une prise d'identité en se disant, mais voilà, je suis comme ça. Et bien moi, c'était la même chose en fait avec mes croquis, ma musique et avec toutes les émotions que je pouvais avoir à fleur de peau. Parce que ça, Ok. c'était aussi ça qui me faisait se mettre dans cet Et état-là. du coup, comment tu passes de cet état-là un peu enfantin à 1000, 3000% à réussir à aller sur scène, le transmettre aux gens dans la lumière? Parce que moi, c'est là que je t'ai vu. C'est dans la lumière. C'est avec du son derrière toi, en effet. Il y avait de la musique, une très belle musique. Et tu coiffais dessus comme si tu étais transporté, tu vois, dans un autre univers, mais tu étais OK avec ça. J'ai pas senti de frein. J'ai au contraire senti les gens qui t'accompagnaient là sur scène. Ça a été au départ très compliqué. J'ai rencontré une personne qui m'a poussée énormément, qui m'a enlevé des barrières limitantes, qui a été, voilà, ça a été jusqu'au conflit aussi, hein. Il faut pas, je suis sans filtre et je le dis, c'est quelqu'un que je porte énormément dans mon cœur et aujourd'hui avec qui je grandis. Il y a eu aussi toutes ces personnes que j'ai pu rencontrer aussi dans le groupe où je suis actuellement et qui est là depuis 7 ans et c'est à partir de là. En fait, on m'a fait confiance, j'ai fait confiance. Je suis passée par des périodes qui étaient un peu plus délicates et compliquées parce que j'arrivais pas à trouver ma place. Mais en fin de compte, il y a eu énormément d'échanges et de confiance en fait Ok. dans la création. Donc c'est un travail d'équipe qui t'a Ouais, permis d'éclore en fait et, totalement, et qui t'a permis d'arriver là où je t'ai découverte. C'est ça? exactement. Ok. Donc là,
En fait, ce que je vais te demander, parce que tu sais, l'émission, elle est faite pour les coiffeurs, mais elle est également faite pour le grand public. Est-ce que tu pourrais dire si tu as rencontré des difficultés pour te mettre à ton compte la première fois que tu as dû acheter ton salon de coiffure, est-ce que ça a été simple? Comment tu t'y es prise un petit peu? Alors, il faut savoir que j'ai eu deux salons. Donc, le premier, j'étais associée avec quelqu'un, mais j'étais mal conseillée. Donc, il y a eu perte de salon. Entre-temps, je m'étais fait une certaine clientèle et là, je me suis dit, Delphine, il faut pas que tu lâches. Tu sais que il y a quelque chose qui se passe avec tes clientes et dans ce monde de la coiffure, de la beauté, de la révélation humaine, en fait, dans ce métier. Et donc, j'ai trouvé cette petite maison, mais ça n'a pas été du tout facile. En fait, j'ai démarré de rien et j'ai jamais rien lâché jusqu'à maintenant. Mais les difficultés ont été présentes parce que je n'avais pas forcé, j'avais pas du tout le financement pour pouvoir ouvrir un salon, créer un salon, le mettre à l'identité dont je voulais. Mais j'ai eu confiance en fait. Alors après, c'est vrai que j'ai ce côté-là où je m'inquiète au moment et après, ben, je fonce et je me dis, de toute façon, il peut pas arriver pire. Et Mais donc, du c'est ce coup, qui s'est passé. tu as commencé avec ce qu'il y avait à l'intérieur, tu as acheté du mobilier un peu J'ai d'occasion. fait beaucoup de récupération. La D'accord. seule chose que j'ai pu investir quand j'ai mis un minimum d'investissement au niveau du salon, mais je suis allée voir les fournisseurs vraiment avec qui je voulais déjà travailler. Et je leur ai dit exactement ce qu'il en était, ce qui était mon objectif, qui j'étais, sans filtre, et pour pouvoir qu'ils puissent aussi m'accompagner et ouvrir le salon. Donc, j'ai eu quand même un minimum de budget pour pouvoir ouvrir au niveau du salon, mais après, j'ai fait beaucoup avec de la récupération. Je me suis fait aider, j'ai eu énormément de chance de m'être fait aider. Par mon mari et ma famille. Et donc, j'ai commencé à ouvrir petit à petit et au fil du temps, après, de changer le Ok. salon, l'identité qu'il est aujourd'hui. Ok. Donc, tu as progressé au fur et à mesure de tes capacités financières, mais sans aide de la banque en fait. Tu as fait toute Non, seule. pas Ok. au départ, non. Ce qui Ok. a été très difficile après, c'est vrai que les difficultés, il a fallu, j'étais complètement novice. Donc novice, donc pas du tout plus dans un monde artistique. Et au fil du temps, j'ai appris que il n'y avait pas que ça qui existait. Il fallait savoir un peu compter, tu veux dire? Oui, totalement. Mais Ok. je, Bon, voilà. en tout cas, du coup, aujourd'hui, Est-ce que tu te qualifierais aujourd'hui de coiffeuse studio? Un peu? Parce que tu fais des collections qui parfois sont prises en photo pour le groupement dont tu parlais, d'ailleurs, je crois. Euh, Oui, je suis responsable artistique des labels. Donc aujourd'hui, j'interviens dans la création des collections. Donc c'est un partage parce que je suis pas toute seule. On est quand même nombreux à pouvoir partager. C'est ce qui permet d'avoir une identité qui est complètement différente par rapport à ce regroupement. Voilà. ok. Et Donc, quoi, studio, non. studio, Non, tu dis non. Toi, tu dis non. moi je dis non parce que je, dans ces collections-là, ou comme quand moi je travaille mes propres collections, euh, c'est pas pour moi. Ok. Mais studio, ça veut dire que tu travailles pour des photos. Oui, 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 bien sûr. La coiffure studio, oui, oui, bien sûr. Je vais pouvoir, sur cette vision-là, oui, oui, Ok. complètement. Enfin, tu es capable de créer ta propre campagne cheveux publicitaire aussi pour te représenter toi et ton identité demain si tu le veux. Oui, Parce que c'est pas donné à tout le monde, tu sais ça. oui, c'est des choses qui me, vous voyez, enfin, j'en ai des frissons parce que je pense que, oui, en fait, oui, je peux. Ah bah oui, moi je te fais dire un peu les choses parce que je ne suis pas sûre que tu te rendes compte du niveau de la qualité du travail que tu fais. Mais bon, les gens doivent quand même te le dire beaucoup. Je ne dois pas être la première et je ne vais pas être la dernière. Donc en tout cas, si l'émission peut remettre une petite couche sur ce point-là, moi j'y tiens.
Maintenant, on va aborder un sujet qui te tient encore plus à cœur, parce que moi, je t'interviewe parce que tu as un parcours un peu atypique, un parcours de maman atypique. Et pour moi, qui m'occupe de ma propre maman, tu le sais, eh bien forcément que quand je, quand je te regarde, parce que tu publies spontanément sur les réseaux sociaux l'épreuve que tu traverses, qui est une épreuve qui dure déjà depuis un petit moment, tu vas nous raconter et tu nous diras aussi, si tu le peux, pour que je te coupe le moins possible, comment tu as fait, comment tu fais pour tenir comme ça, un bout de femme comme tu es, ton entreprise, je ne sais pas d'ailleurs si tu la tiens encore, et puis ce qui t'arrive en parallèle, parce que c'est notre vie d'entrepreneur, hein, c'est que ça ne s'arrête pas. Une vie dans un salon de coiffure à tenir quand tu as des médecins à rencontrer en face, et j'en sors, puisque ma mère était hospitalisée la semaine dernière, tu te retrouves parfois avec des clients qui ne comprennent pas pourquoi tu es moins patiente, pourquoi tu es un peu absente et tu ne peux pas forcément raconter ta vie aux clients de passage, parce que ça les regarde pas forcément d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous dire, toi, ce qui t'est arrivé et comment tu le vis et comment tu le traverses et qu'est-ce que tu as à me dire avec toute cette histoire? Lors quand on s'est rencontrés, Ève, je ne savais pas du tout tout ce qui allait m'arriver. C'était à quelques mois après. Donc en 2022, mon fils Roman a eu un ostéosarcome, qui est une tumeur osseuse au niveau du tibia, un cancer des os. Pendant 1 an, il a subi de la chimiothérapie. Il a été opéré d'une greffe de tibia, c'est-à-dire que c'est un enfant aujourd'hui qui est opéré mais qui a conservé ses propres os, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu, je vais être le mot est fort, il n'a pas eu d'amputation, il n'a pas eu de prothèse au niveau de la jambe. Donc une opération qui a été très très lourde puisqu'il y a eu pratiquement 12 heures d'opération. Et c'est arrivé en 2022, mais je n'ai jamais abandonné le salon. Je travaillais sur les fins de semaine, le jeudi, le jeudi, vendredi, samedi ou le vendredi, samedi. Et s'il se passait quelque chose de très particulier, ben, je n'y allais pas. Forcément, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir mes collaboratrices qui ont été là. Ça a été un parcours très particulier d'ailleurs, si je le dis, puisque Roman aujourd'hui a sa propre page Facebook, a son propre compte Instagram. On va qui- en parler. On va lui faire un petit coup de pub. Attends, même s'il est dans les parages et qu'il veut venir, mais il est le bienvenu, hein. Et donc, quand on m'a annoncé, en fait, quand je suis arrivée et qu'on nous a annoncé ce qu'il en était, parce que surtout l'annonce a été très brutale, euh, on réalise pas. Il arrive un moment donné où en fait on n'a pas le choix. D'accord. On n'a pas le choix et on se focalise en fait sur qu'est-ce qu'on va faire, comment on peut arriver à combattre. Et donc le mot combat rentre dans votre vie, dans votre quotidien, la nuit, le jour, tout le temps. Et vous lâchez rien. Est-ce Ça que est, tu peux nous dire comment le diagnostic il a été posé sur ton fils qui est jeune, hein? Tu peux nous rappeler son âge? Roman, quand il est tombé malade, avait 12 ans. 12 ans. Aujourd'hui, le 27 janvier, donc dans même pas quelques jours, il va avoir 14 ans. Et ça fera 1 an qu'il a fini ses chimios et qu'il est sorti de l'hôpital le jour de son anniversaire. Ok. Est-ce que tu peux me dire pour que les gens sachent quel est le parcours, comment tu arrives à ce diagnostic qui tombe comme ça abruptement un jour? Est-ce que c'est long? Qu'est-ce que c'est? Tu penses à quoi au départ? Comment ça se manifeste ce qu'il a roman? Roman a commencé à avoir mal à la jambe et forcément au départ, comme il est entre 12 et 13 ans et que c'est un enfant qui a un âge osseux avancé pour son âge. Donc le diagnostic nous disait, ben non, c'est un enfant qui
grandit, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Mais cette douleur, elle était spontanée et très forte. Et un jour, mon médecin, j'ai dit non, c'est pas normal. Donc, je suis partie voir mon médecin qui est juste à côté du salon. Il n'était pas là. On a attendu l'après-midi et c'est mon beau-père qui me l'a mené. Et je suis allée les rejoindre après. Et là, j'ai dit, arrêtez de me dire que c'est juste parce qu'il grandit. Et là, très particulier, il m'a dit, mais vous vous inquiétez tout le temps pour rien. Vous voyez pas qu'il est en train de grandir. Et là, en fait, c'est la première fois où je me mettais, enfin, la première fois où, c'est-à-dire où c'est que j'ai posé un peu le poing sur la table, j'ai dit, je veux une radio maintenant. Donc de là, Incroyable. C'est voilà, incroyable ce que tu dis, ça me... ah, tu vois, comme l'instinct, tu vois, l'instinct maternel. totalement. C'est puissant, c'est fort, on l'a. Et il se développe 3 fois plus, encore plus, quand on sent que vraiment notre enfant a vraiment un souci. Ok. Ça, c'est quelque chose qui est très fort et très développé. Est-ce que, à ce moment-là, quand le médecin t'écoute, c'est ça qui fait hein, que le diagnostic il est posé après. Est-ce qu'il y a un moment où le médecin il s'excuse? Non, il fuit. Ah, Il fuit parce qu'il connaît Roman depuis très, 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 très longtemps, depuis sa naissance. Donc, ah oui, c'était pas forcément pour lui un faux diagnostic, mais je pense qu'il y avait à un moment donné quelque chose d'émotionnel. d'accord. Il voulait peut-être pas le voir non plus. Bon. Parce que quand il m'a annoncé, vu qu'il y a eu la radio et qu'on a fait un scanner, cette dame, mais mon Dieu Seigneur, je la remercierai jamais assez, a appelé le médecin justement en lui disant, mais ben voilà, il y a une tumeur, bénigne, maligne, on ne sait pas, mais c'est un ostéosarcome, ça bouge. Là, il faut faire quelque chose. Je vais m'occuper d'appeler Montpellier, justement, l'oncologue, pour la suite. Et quand il est venu, il est arrivé, je me souviens encore, j'avais pas fait mes travaux, donc j'avais la porte. Il est rentré dans le salon, il a ouvert la porte où j'étais avec une cliente et il m'a dit, je peux vous parler? Et il m'a fait sortir la cliente, il a fermé la porte et il m'a dit, bon, ben voilà, Roman, c'est un ostéosarcome, bénin malin, je sais pas, il va falloir lui faire une ponction. Donc, et je suis restée, j'ai un bac. À la porte d'entrée, j'ai un bac. Je me suis assise sur le fauteuil. Je dis, pardon. Je dis, vous me dites quoi? Je dis, je comprends pas. Expliquez-moi. Mais c'est pas si compliqué que ça. C'est une tumeur. Mais une tumeur, c'est quoi? Et il n'arrivait pas à mettre le mot cancer. D'accord, Et là, je n'ai pas paniqué. J'attendais simplement qu'on ait un rendez-vous. Mais je savais pertinemment que c'était quelque chose de grave. t'avais compris. Maman, que c'était un cancer des os. Je ne suis pas allée voir sur Internet. Le lendemain, la dame du scanner, enfin la radiologue, m'a appelé, m'a expliqué ce qu'on allait faire. Elle nous a suivis. Elle nous a accompagnés jusqu'à l'oncologue. Et à partir de là, les choses ont démarré. Donc, ponction. Il faut savoir qu'une ponction au niveau du tibia, quand on la prend au niveau des ostéosarcomes, une fois qu'on a tapé dedans, ça gonfle. Donc, en fait, la jambe était bien droite, mais après, il avait vraiment une sacrée bosse qui était... Et la douleur, enfin, elle est infinie tellement que ça fait mal jusqu'à qu'on attaque le traitement. Et il faut savoir que les ostéosarcomes, c'est des tumeurs qu'ils ne savent pas d'où ça vient. Ok, Ils savent pas comment l'enfant va l'attraper. Est-ce que c'est un choc? Est-ce que ils savent pas du tout? d'accord. Et toi, à ce moment-là, tu l'annonces sur les réseaux. Enfin, moi, j'ai vu, je ne sais pas si c'est tout de suite que tu prends cette décision, et c'est ma question. À quel moment tu te dis, je vais créer une page pour mon fils et s'il a des rêves, même après, elle a grandi cette page. Et du coup, on peut la suivre parce qu'aujourd'hui, je crois qu'il rencontre des gens aussi grâce à cette page. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de la page de roman? Au départ, je voulais pas trop, et puis Roman était dans l'inquiétude et savait que moi, je fonctionnais sur les réseaux sociaux par mon travail et j'avais énormément de questions à poser. J'étais dans l'inconnu, même si on est dirigé par l'oncologue, même si on a le réseau qu'on appelle ça, infirmier, même si on visite hein, pour savoir comment ça va se passer. On est dans l'inconnu, on croise des parents, des enfants aussi, hein, qui commencent les chimios au départ, mais on ne sait pas. Et avec mon mari, on a longuement discuté de savoir si on allait le faire ou pas.
Et j'ai dit, pour vraiment, Roman avait besoin d'exprimer certaines choses, et nous aussi, et d'avoir de l'aide, en fait, de l'interactivité par rapport à tout ça, parce qu'on ne savait pas, en fait, exactement où on allait. Et c'est de là qu'on a pris la décision de lui faire sa page et de créer son compte Instagram aussi. Est-ce que tu veux dire là le nom de sa page et le nom de son compte, L'aventure de Roman. tout simplement? L'aventure de Roman et en dessous l'aventure. Voilà. Ok, super. Bon, si les gens veulent suivre, comme ça, ils pourront te suivre en plus, vous suivre en plus. Alors, pour l'instant, ben, moi, je vois qu'il est de temps en temps en rééducation pour pouvoir remarcher, parce que je crois qu'on lui a gratté quand même pas mal d'os, ou si j'ai compris. Oui, Roman a été opéré il y a un an du tibia et là, le 9 novembre dernier, Roman, il avait la rotule qui était déplacée et il avait une fracture de l'épiphyse au niveau parce que la tumeur était quand même très haute et elle frôlait le genou. Ils ont évité en fait d'enlever le genou et mettre une prothèse. Là, ils ont conservé le genou, mais à force avec le temps, le poids, l'épiphyse s'était formé. Donc, il a fallu remplacer cet os. Donc, le 9 novembre, on l'a opéré. On lui a pris un os du bassin et on lui a reformé un os au niveau du genou le 9 novembre. Et une semaine après, Romain a été hospitalisé à Marseille parce qu'il a attrapé une infection neuroméningée à pronostic vital. Qu'est-ce que c'est une infection neuroménagère à pronostic vital? C'est une bactérie, en fait, le nom est très compliqué et d'ailleurs, je crois que j'ai dit stop, je ne le voulais plus dans ma tête, donc je l'ai complètement effacé. C'est une bactérie en fait qui se propage au niveau de la masse graisseuse cellulite, on va dire les cellulites, la cellulite infectieuse qu'il avait déjà eu auparavant sur la première opération, dont il avait eu les antibiotiques. Cette bactérie s'était mise dans un coin, elle dormait. Ok. L'opération du 9 novembre a été quand même très, très longue. Et son corps, il faut savoir que sur les 1 an de chimio qu'il a eu, son corps n'a pas récupéré toutes les défenses immunitaires et toutes les possibilités de pouvoir se remonter ses chairs, etc., etc. Donc là, il est rentré le 26, il a été opéré le 26 novembre, donc 2 opérations à l'espace de 10 jours. En 2020, 2023. 2023, là, cette année-là, c'est l'année dernière, hein, puisqu'on est 2024, nous sommes restés pratiquement en tout, ça fait 15 jours à l'hôpital, où ça a été très compliqué dans le sens où c'est que moi, je repartais. Il avait repris l'école en septembre, je repartais au travail, je remontais mon entreprise parce qu'il a été fragilisé pendant 2 ans. Le fait que je ne sois pas dans mon salon, il y a eu de la fragilité importante. Et pour moi, c'était, voilà, il reprenait l'école, les choses allaient, même s'il avait son handicap, on refonctionnait normalement et on reprenait une vie avec beaucoup, beaucoup de folie, puisqu'on est quand même rempli de Fou. fantaisie dans notre famille. Vous êtes quand même fou. Non, parce qu'il faut le savoir que là, on est sérieux, parce que tu expliques une histoire sérieuse, médicale, et qui va peut-être renseigner beaucoup de gens. Euh, mais au fond, quand moi je te suis sur les réseaux, vous êtes fou. Oui. Oh oui, 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 totalement. On est voilà. complètement fou. On n'a pas vécu cette aventure avec le moindre. Il y a eu du stress, il y a eu des émotions, il y a eu des pleurs, mais on a rencontré tellement des gens formidables qui nous ont ouvert leurs bras, qui n'ont été avec un amour, un respect, un partage, tout était vraiment très fort et en fait, moi je peux pas dramatiser les choses. En fait, j'ai pas pu et il était important pour moi d'accompagner Roman avec mon mari aussi dans cette folie-là parce que la vie est comme ça et je le dis bien assez sur mes grands monologues personnels. Bon, toi, en tout cas, tu mets du positif. T'essayes, hein, de... Et même Roman, je pense qu'il tient de toi un peu, parce qu'il doit y avoir des moments très down, on le sait, mais il lâche pas. Il est là. Hein, il lâche pas parce qu'il n'est pas tout seul, il a une grande sœur de 25 ans qui est aussi forte que lui, qui a énormément d'humour, énormément de folie. Et c'est ça, en fait. C'est notre force, c'est notre amour, notre,
notre solidarité en famille, mais c'est notre amour qui fait que, voilà, on rajoute cette petite fantaisie, cette grande fantaisie, on va dire. Ok. Et alors, Voilà. je vais te demander, parce que forcément, pour avoir traversé des moments très compliqués dans ma vie, euh, en fait, depuis petite, hein, moi, je me suis toujours sentie accompagnée par une présence un peu indéfinissable, dont je ne parlais pas d'ailleurs petite et dont je parle aujourd'hui plus volontiers. Je voulais te demander si vous vous sentez, si tu te sens parfois accompagnée, tu vois, dans ce moment où tu as dit, je veux une radio. Est-ce que finalement, c'est ton instinct? Est-ce que c'est une voix intérieure? Est-ce que c'est un ange gardien? Est-ce que tu crois en fait à la destinée? Totalement. Ok, Je suis, euh, je suis une femme qui est spirituellement très, très accompagnée. Il est arrivé un moment dans ma vie où j'ai été très mal, avec beaucoup de difficultés, où c'est qu'il y a eu quand même pas mal d'épreuves qui ont été assez dramatiques chez nous. Et je ne voulais plus souffrir avec ces drames-là, en fait. Je voulais plus avancer en ayant, en fait, me levant le matin avec la boule au ventre et en étant oppressée tout le temps. Donc, je me suis amené les outils et j'ai cru, en fait, à cette spiritualité. Et ça a été quelque chose de fort et qui a été énormément présente, mais incroyable. J'ai la chair de poule comme si qui était présente en fait dans chaque choix, dans chaque événement, même les derniers qui ont été très difficiles, où je me suis retrouvée face à Notre-Dame de la Garde et l'Olympique de Marseille. Et à un moment donné, je savais, j'ai eu très peur parce que j'ai cru qu'il y était que ça y est, on me prenait mon bébé, mais et je levais les yeux en l'air et pour moi, il y avait une autre dimension qui arrivait là. Et le lendemain, Roman, la température s'était arrêtée. Je ne sais pas si c'est tout ce que j'ai pu demander ou si j'ai été accompagnée par mon ange gardien parce que j'y parle tous les jours. J'ai des méthodes qui sont là, j'ai une gratitude énorme en fait tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, malgré la difficulté qui peut se présenter devant moi. Je peux pas, cette gratitude, elle est profonde. Donc oui, forcément, ok. forcément, elle était présente. Ok, bah, c'est ça que je sentais moi. C'est que vous êtes accompagné dans la folie, dans la dureté de cette vie. Et c'est sûrement ce qui va vous sauver, j'ai envie de dire, parce que quand tu sors de cette bulle de noirceur, des annonces qu'on te fait, qui sont la plupart des gens, ils achètent une corde, tu vois. Oui, Toi, non. Toi, tu communiques sur les réseaux, tu donnes, je ne sais pas si tu te rends compte, l'énergie que tu propulses, que tu envoies à des gens qui suivraient ta page. Mais si leur enfant est malade, tu envoies une telle, comment dire, tellement contaminant, c'est tellement positivement contaminant, même si encore une fois, je sais qu'il y a des moments où c'est, tu vois, Notre-Dame de la Garde et l'Olympique de Marseille, c'est quand même pas la même chose. Mais je me dis que ce que tu envoies, et c'est pour ça que j'avais à cœur de te donner la parole ce soir. C'est pour montrer tout ça, tu vois, pour te mettre dans la lumière, parce que tu mérites tellement. Il y a même le mot mériter, il n'est pas bon. Gommons-le. Gommons-le. Mériter est horrible. Ne te va pas du tout. Euh, il te faudrait des honneurs. Tu vois ce que je veux dire? Des honneurs. Parce que ce que tu fais, c'est honorable. Voilà, c'est honorable. C'est au-delà tout ce qu'on attend. Alors, tu vois, souvent le coiffeur, il est traité d'une façon un peu péjorative. Et tu nous as indiqué tout ce que tu as suivi en termes médicaux, avec des termes très techniques qui auraient pu noyer la plupart des gens aussi, hein. Bah, oui, toi, tu les as compris et tu savais exactement de quoi on te parlait rapidement, tu vois, comme cette forme instinctive un peu de compréhension animale oui, aussi et intellectuelle, parce que tu as ça aussi pour toi, tu vois, c'est une forme d'intelligence émotionnelle, intellectuelle et tout ça. Et j'ai envie de te demander, par rapport à ton enfance, moi j'ai souvent
croiser ça par rapport à notre enfance, à l'enfance générale des gens. Il y a comme une mission qui est un peu prédéterminée. Est-ce que ça te parle, ce que je te dis là? Totalement. Je crois que tout ce qui s'est présenté, moi, dans ma vie et même ce que je vis aujourd'hui avec mon fils et ma famille, euh, ça peut paraître fou, mais je me dis, ça jamais, c'est pas là pour rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai cette sensation pas cette sensation, je contribue en fait. Je contribue par rapport à mon expérience, par rapport à mes choix, par rapport à mes envies de cet accompagnement. Donc, si j'ai quelque chose à transmettre, je vais le faire et je le fais avec mon cœur parce que pour moi, si j'avais eu ces possibilités-là il y a quelques années en arrière, mais mon Dieu, il y aurait eu tellement de choses qui auraient été beaucoup plus faciles et légères. Donc, si j'ai cette possibilité-là avec sur les réseaux sociaux, autant sur ma page, comme mon salon, comme sur mon compte personnel, à poser des photos, écrire avec des fautes, parce que malheureusement, j'ai ce petit fantaisie-là qui est là. Mais pour moi, c'est comme si je faisais passer un message et dans quelque part, je me suis dit, oui, ça m'a fait du bien. Alors, il y a ce côté, on me dit, c'est une thérapie. Non, c'est pas une thérapie. C'est que je sais qu'il y a des gens derrière moi qui sont exactement comme nous et qui ont besoin. Et à travers ce que je peux mettre et ce que je vais dire, je sais que ça parle. Et que même s'ils ont de la pudeur eux-mêmes, moi, je sais qu'à travers ça, ça les réconforte. J'ai contribué à donner de l'amour. Et cet amour-là, s'il peut être universellement partagé, mais je le fais tous les jours. Ça fait partie parce que j'en ai reçu, moi, dans cette expérience-là, énormément. Et je pensais à un moment donné que c'était pas possible, que tout était individuel. Ça l'est parfois, mais aujourd'hui, plus il y a ce côté de partage, hein, on est aussi quand même dans la réalité de la vie. Mais voilà, j'ai contribué, donc je suis contente, j'ai fait du bien, donc ça me fait du bien, donc voilà. Et moi, j'ai envie de te dire, là, je vais te le dire à l'intuition, t'en feras ce que tu veux. Et c'est pas pour faire un jeu de mots, parce que depuis le départ, je me dis, lui, fais pas, parce que c'est trop évident. Mais moi, j'ai envie de te dire que tout ce que tu écris, peut-être qu'un jour, tu auras le temps de reprendre ça avec une personne qui retranscrit les vies. Peut-être que tu en feras un vrai roman, un jour, autobiographique. Et c'est tout ce que je te souhaite d'apporter à une plus grande échelle toute la valeur, les valeurs que vous avez dégagées à travers cette histoire et que vous dégagez chaque jour un peu plus. Alors moi, je vais te demander euh, aujourd'hui, si tu voulais transmettre quelque chose sur la vie que tu as appris à travers cette émission, qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens qui vont la regarder? J'ai pas un grand discours. La seule chose qu'il y a, c'est ne jamais rien lâcher. Avoir toujours cette possibilité de toujours aller plus loin. Avoir confiance en soi. Des mots qui savent déjà. Et simplement se regarder tout simplement avec énormément d'amour. Quand on se regarde avec de l'amour, ne serait-ce que soi-même, il y a tout qui vient. Ça prend du temps, mais il faut se faire confiance et on arrive toujours à vraiment avoir un éveil à l'intérieur de soi pour accompagner tout ce qui peut arriver dans la vie. Parce qu'on ne peut pas arrêter les choses. On peut les prendre, il suffit de créer différemment et après les choses, elles se font au naturel, tout simplement. Ok, tu as envie de dire que c'est un peu comme si on surfait sur une vague tout au long de la vie. Des fois, elle est sympa, des fois, elle est un peu plus houleuse, des fois, il n'y a Oui. que l'écume, et puis des fois, c'est calme plat. Il faut en profiter quand c'est Simplement calme. d'être, ça peut paraître, on peut pas se battre tout le temps. Ok. Je pense que c'est épuisant pour chacun. Quand c'est OK avec soi, qu'on est dans l'acceptation, une maman qui voit son enfant à des certains moments difficiles comme là ces derniers temps, bien sûr que j'étais totalement dans le refus, dans la colère, mais elle allait me servir à quoi? À enfoncer encore plus mon mal-être pour pas donner l'amour à mon fils
ou à ma famille, à ma fille et même au niveau de mon travail parce que justement, j'ai pas arrêté. Je me souviens que je faisais encore des allers-retours, même en étant en fait en pleine chimio, parce que j'allais chercher justement. Et c'est savoir recevoir, accepter l'amour quand on vous le donne, tout simplement. Ok. Est-ce que tu as des choses pour lesquelles tu t'inquiètes aujourd'hui pour ton entreprise Bien en sûr. dehors? Oui, Oui, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, elle est fragilisée, qu'aujourd'hui, on n'a pas les facilités comme on pouvait l'avoir, même si on met toutes les stratégies possibles en place, même si on est avant-gardiste, atypique et constance dans le travail que nous pouvons faire. Ces 2 ans m'ont fragilisé totalement mon entreprise. Je suis très consciente que les choses, faut qu'elles se remettent à sa place et que il y ait une ouverture, mais je fais confiance à la vie. Puis alors, on pourrait écouter. Je suis pas celle qui va écouter. Euh, je vais me faire accompagner par par des bonnes personnes. Je me brûle des fois les ailes, c'est certain, parce que j'ai besoin de prendre conscience des choses. Mais si aujourd'hui je devais écouter tout ce qu'on me dit, il faudrait que j'arrête pour pouvoir justement. Sauf que non, j'arrêterai pas. Je peux pas ok. arrêter. Je peux pas arrêter et je vais aller peut-être à contresens des choses. Mais oui, il y a de la fragilité et parfois, ben, c'est pas que je m'en fous, mais je vis avec en fait et j'essaye de le transformer en force. Parce qu'on ne le dit pas assez, mais les traitements coûtent peut-être aussi un peu d'argent. Tout ce qui va être au niveau de tout ce qui va être chimio, tout ça, ben, c'est sûr que ben, il faut avoir une très très bonne mutuelle, il faut être vraiment bien couvert parce qu'aujourd'hui, c'est quand même assez délicat. Ce qui va être après, c'est les à côté. Les à côté, que ça soit les déplacements, on ne peut pas dormir tous ensemble. Donc, c'est oui, bien sûr. Il faut savoir que nos enfants ne mangent pas ce qu'ils mangent à l'hôpital. Vous apportez votre nourriture parce que la nourriture est tellement pas bonne du tout que ça ne peut pas leur donner envie. Ils ont du mal déjà à manger par rapport à leur traitement. Donc oui, il y a des frais, il y a des conséquences, il y a des dommages collatéraux qui sont là. On n'a jamais été abandonné par, je mets le point dessus, par certaines associations où c'est que ces associations-là, elles ont été montées par des personnes qui ont perdu leurs enfants, qui aujourd'hui se battent pour aider l'autre. Mais des dommages collatéraux, il y en a plein, plein. Est-ce que tu recommanderais aux coiffeurs de bien s'assurer eux-mêmes? Oh oui. Moi, j'ai fait une grande faute au départ. Je C'était suis pas. restée vraiment, j'ai fait une faute parce que je suis restée 1 an sans salaire. D'accord, parce que tu n'étais pas J'avais assurée. pas pris le minimum. Je n'aurais jamais pensé avoir le pire. Pour moi, on avait déjà acquis le pire sur certains événements. D'accord. Mais ça, c'est ça en fait, c'est qu'on ne s'imagine pas et ça n'arrive pas qu'aux autres, c'est ce qui se passe. Ok. Donc aujourd'hui, ça a été, voilà, aujourd'hui, les choses, elles ont été mises en place parce que, voilà, j'ai énormément de choses parce que chance, parce que je ne suis pas seule. Mais on s'est relié aussi avec mon mari. Mon mari a travaillé, ne travaillait pas les vendredis pour que je puisse être au salon. Donc lui aussi a eu une perte. Mais je- c'est l'inquiétude, elle y est forcément, Eve. Bien sûr qu'elle y est. On a peur de ce qui peut se passer pour l'avenir. Mais en fait, le grave a été tellement fort que si vous voulez, la puissance en fait de se dire non, mais c'est un moment difficile, ça va passer. Donc on prend sur nous, oui. Et il y a toujours, on le disait tout à l'heure en fait, posons la question, qu'est-ce qu'il faudrait justement pour que cette situation soit plus légère? Et hop, on se dit mais non, ça va. Non, si, c'est la vérité. C'est croire en fait que les choses peuvent être, voilà. Mais la fragilité, elle y est. Et je prie pour que tout rentre dans l'ordre et que tout se passe à merveille. Bon. De toute façon, la peur n'évite pas le danger. Et, Non, et c'est dans ces moments-là qu'on voit aussi jusqu'où on peut aller, sur qui on peut compter. Oui, la maladie fait peur. la maladie fait peur. Ben oui, parce que en fait, c'est un miroir. C'est un miroir, la maladie de l'autre et le miroir de soi. Donc, voilà. Elle Et, fait et du coup, eh bien,
je vais, pour terminer cette interview qui était riche, sympathique et gaie, eh bien, je vais te poser la question signature. Bah, elle va être un peu, du coup, normalement pas très étonnante, mais est-ce que tu travailles avec ton intuition? Oui, je travaille avec mon intuition. Dans les coiffures, je veux dire. Oui. Ok. C'est, je prépare pas les choses. Quand c'est de l'artistique, je prépare pas. Vous l'avez vu parce que ce jour-là, on m'a poussé sur ça en disant, bon, ben vas-y, et l'émotion était là et pourtant. Mais non, vraiment, je prépare rien. Par contre, après, quand je suis dans mon salon, j'ai besoin d'accompagner ma cliente du début jusqu'à la fin. Je veux qu'elle reparte avec, je me sens belle. Alors, on va finir pour dire, parce que les mots sont pas assez forts, mais moi, ce que j'ai vu sur scène, Ouais. c'est des gens que tu contaminais un par un et qui ont pris une émotion telle que c'en est arrivé aux larmes, tu vois? Et pour moi qui ne connaissais rien à votre histoire, je me suis dit, que c'est- qu'est-ce que c'est que ce truc, tu vois, qui m'a prise moi avec. Et je me suis dit, avant, filme ça. Tu vois, comme une intuition avant de sentir ça, parce que j'ai filmé tout ton passage sur scène et tu savais pas que je le filmais. Et à la fin, je me suis dit, il faut que je lui envoie. Donc, on est passé par les réseaux. Ça a été extraordinaire. C'est une vidéo qui revient à chaque fois, Eve, quand j'ai des moments de doute. Je n'aimais même pas me regarder puisque je n'aimais pas en fait ce que j'étais physiquement et combien de femmes. Et cette vidéo m'a appris à m'aimer, à accepter que je pouvais faire de la scène et accepter en fait les applaudissements. Donc je vous en remercie énormément et je vous le dis à chaque fois parce que ça a été un éveil, c'est-à-dire que cette chanson me parle parce que voilà qui je suis et tout ce qui va avec. Et vous avez transmis chez moi un point final à quelque chose où je pouvais me dire, ben vas-y, assume et oui, tu es belle quand tu crées. Donc Bien merci. sûr, et pas que quand tu crées, si je peux me permettre. Voilà. Ben, en tout cas, Delphine, je vais te remercier d'avoir participé à cette émission, vraiment du fond du cœur. Je Merci, tenais à la faire, tu vois, vraiment, même sans voix, elle est revenue aujourd'hui. merci beaucoup. Et donc, ben, j'espère que beaucoup de personnes la regarderont pour avoir un peu plus de paillettes, de fun et d'envie de combattre Ouais. dans leur vie les choses qui sont pas toujours sympas et parfois très tumultueuses. Et Voilà, je comme, te remercie. comme dit Roman, toujours avoir la joie du coup. La joie du coup, c'est quand on sent en fait qu'on est heureux, qu'on a des papillons dans le ventre et d'un coup, en fait, ça vient là, ça devient en fait joyeux et il a appelé ça la joie du coup et c'est quelque chose qui circule de partout. Voilà. La joie du coup. Eh ben, écoute, ça c'est beau. Je te remercie infiniment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je te dis à Merci. très bientôt sur les réseaux ou ailleurs, Delphine. Merci. Au revoir. Bye.